tout de suite, je vais demander à Xavier de venir nous rejoindre derrière le micro. Et alors Xavier, c'est le directeur des opérations de Cousin Surgery. Pour la petite histoire, on a remis l'année dernière à Cousin Surgery un trophée à l'occasion des trophées de l'industrie pour récompenser de leur démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques. Et on avait fait un petit film. Alors, je vous propose déjà de voir le petit film qui avait été réalisé à l'époque pour vous montrer l'univers de Xavier. Cousin Surgery, une société qui fabrique et développe des implants chirurgicaux à base de textile depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Nous concevons, fabriquons et mettons sur le marché français et international nos dispositifs dans le domaine du viscéral, du rachis et de l'orthopédie. Alors historiquement, on est ancré dans le village de Verviers Sud, donc on est issu d'une société qui a débuté en 1848 et aujourd'hui nous fabriquons sur place avec une trentaine d'opératrices médicales, de couturières en salle blanche et donc tout est fait sur Verviers, l'ensemble de la chaîne de valeur est localisé à Verviers. En salle blanche, nous fabriquons des dispositifs médicaux en textile et depuis quelques années, donc, on a observé les différents postes de travail pour améliorer la condition de vie des opératrices lors de toute leur journée au quotidien. Dans un premier temps, on s'est fait aider d'un ergonome pour mettre en place des étirements tous les jours, donc 2 fois 10 minutes, le matin et le soir. Les filles réalisent donc des étirements pour prévenir de toutes les maladies qui peuvent apparaître lors du travail. Donc ces étirements sont également encadrés par les responsables de production pour vraiment montrer l'exemple et bien faire les bons gestes tous les jours. Ensuite, on a vraiment travaillé plus au niveau du poste opératoire, donc du poste de travail. On a mis en place des chaises ergonomiques. Ensuite, on a également mis en place des repose-pieds. Et ensuite, donc, une fois que tout ça, ça a été mis en place, on a également travaillé donc, sur des tables réglables. Ces tables réglables permettent vraiment d'être adaptées à la personne. Récemment, on a mis en place des caméras. Nous nous sommes inspirés des techniques chirurgicales que les chirurgiens utilisent en opération. Donc on a mis en place des caméras pour vraiment revenir redresser la personne et ne plus coudre avec une loupe comme on pouvait le faire avant. Donc on évite tous les problèmes au niveau des cervicales. Donc en fait la combinaison des caméras, des chaises ergonomiques et des repose-pieds font en sorte qu'on a une bonne posture lorsqu'on vient travailler. On a un programme ambitieux, personne ne le fait aujourd'hui, de créer une norme de stérilisation au CO2 supercritique. Ça prend quelques années, donc à chaque fois on est engagé sur des programmes qui durent 4, 5, voire 10 ans, mais on ne lâche pas l'affaire et même à notre échelle, même si c'est gigantesque, on s'engage entre guillemets pour apporter de l'innovation sur les process. Donc ça c'est sur la partie industrie et demain on est en train de développer un programme aussi pour améliorer tout ce qui est la partie export, commerce extérieur, pour être plus présent dans des pays cibles au niveau de vente de nos technologies et de nos implants. Cousin Surgery est une très belle entreprise régionale. On l'a choisi cette année comme acteur de la sécurité. C'est une entreprise qui a intégré la recherche de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs dans une recherche de performance globale, malgré un environnement extrêmement réglementé. Bonjour à tous. Merci Eric. Ouais. Parce que grâce à toi, je sors donc de ma zone de confort. Hein. C'est pas mon d'habitude, j'aime bien être caché dans mon usine, donc je vais tenter en toute humilité, de vous expliquer un peu ce qu'on fait sur la sécurité. Alors, je suis pas du tout un expert de la santé sécurité, donc ça sera plus un partage d'expérience. Hop, clic. Est-ce que ça fonctionne? Clic. Non, pas que la souris. J'ai cliqué. Alors. Normalement, vous avez vu la vidéo, donc je ne vais pas vous refaire l'ensemble, c'est juste vous dire ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand même qu'on est une société qui date de 1848, donc on a des choses qui étaient assez ancrées quand moi je suis arrivé en 2014, et c'est vrai que j'ai oublié de me présenter, ça fait 8 ans, donc je suis directeur des opérations, ça fait 8 ans que je suis chez Cousin Surgery, et avant j'avais fait 12 ans chez Toyota, donc dans l'automobile, en ingénieur maintenance, puis en manager maintenance, donc avec des problématiques aussi de sécurité. Et du coup, un peu quand je suis arrivé, il y avait quelques verbatims qui étaient assez intéressants dans cette entreprise, qui étaient, nous, on n'a pas de problème de sécurité, il y a 0 accident, on en fait déjà beaucoup. Si tu as mal, c'est que tu as bossé, c'est bien. Donc, on avait des opérations. Alors,
Je me permets, nous, on a vu la vidéo, mais personne d'autre que nous ne l'avons vue. Donc, si vous faites des redites, il n'y a pas de souci pour tout le monde. Donc, je vais faire des redites alors. Merci. Et donc voilà, donc une culture sécurité, on va dire un peu très à l'ancienne, un peu comme d'ailleurs sur la qualité ou la production, et voilà, donc pas forcément simple, et des choses très très ancrées, et puis ils avaient déjà l'impression d'en faire beaucoup, et puis surtout il n'y avait rien qui se passait, il fallait pas en parler. Euh, ah oui, mais alors, ouais. Alors, juste quelques chiffres quand même. Donc Cousin, c'est 38 millions d'euros, presque 40 maintenant. On fait 235 000 implants. Donc, je le redis pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est des dispositifs médicaux à base de textiles implantables. Donc, des ligaments, des choses qui vont aller venir soulager le rachis des petites cales silicone. On est dans 40 pays, 11% du chiffre d'affaires en R&D parce qu'on est sur un marché de niche par rapport à des très, très gros américains. Donc, on doit beaucoup, beaucoup développer notre R&D et 150 salariés. Et ce dont on va plus parler aujourd'hui, c'est potentiellement des 30 opératrices parce que c'est là où il y a le plus de problèmes de TMS. Et malheureusement, je dis opératrice parce qu'on n'a aucun couturier. J'aimerais bien en recruter, mais quelques difficultés quand même, hein. C'est toujours des femmes. Juste une slide sur la RSE, on est assez fiers de ça. On est aussi très engagé RSE depuis très longtemps et c'est porté par la direction et par tout le monde dans l'entreprise. Vous avez un chiffre ici, là, moins 42% d'équivalent CO2. D'ici 2030, on a un petit rêve interne, c'est d'atteindre les 75% avec des projets assez fous comme les géothermies ou des choses comme ça. Et j'ai laissé la slide parce que en fait, la sécurité, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la RSE et sur lequel on bosse beaucoup chez nous. Donc, on va parler de ça aussi aujourd'hui. Alors, encore une fois, en toute humilité, j'ai récupéré des slides d'autres présentations, donc ça sera comme ce sera. Mais il y a 4 grandes thématiques que je voulais aborder aujourd'hui: la pyramide des accidents, le lean, parce que moi je suis fan de lean et je voudrais vous parler un petit peu de ça et en quoi le lean c'est de la sécurité. Cette petite partie ingéniosité, une innovation et comment on anime modestement la sécurité chez Cousin. Alors, je ne vais pas vous refaire l'explication, mais il n'empêche que quand je suis arrivé, on me disait bah non, aucun décès, pas de gros accidents, donc pas de problème de sécurité chez nous. Et donc, bah, en fait, aucun travail sur les comportements à risque. Et pourtant, quand moi j'ai regardé un tout petit peu plus près, il y avait énormément de petits bobos, des doigts coincés, des gens qui se cognaient dans les portes, des toutes petites chutes, des choses comme ça, mais vraiment beaucoup. Mais sauf qu'ils appelaient, alors je trouve que c'est pas très bien écrit, c'est marqué bobologie, mais en fait, pour moi, c'est hyper important de travailler sur ça. Et comme vous connaissez tous, en fait, si vous ne travaillez pas sur ces comportements au départ, ben, en fait, vous allez un jour avoir quelque chose de grave qui va arriver. Et en fait, ça, cette bête notion-là n'existait pas du tout. Et on disait que tout ce qui n'était pas vu n'était pas vu, pas pris. Donc, on n'en parle pas. Donc, en fait, il a fallu beaucoup, beaucoup travailler la culture un peu sécurité et puis te dire et faire prendre conscience à tous chez nous que dès qu'il y a une personne qui se cogne, dès qu'il y a un doigt qui est coincé dans une porte, ben, en fait, il faut absolument agir tout de suite. J'ai marqué aussi dans les comportements, tenir la rampe, le nombre d'ingénieurs que je vois avec leur portable en train de continuer leur visio, un mug à la main en train de descendre les escaliers, c'est malheureusement tous les jours. Donc en fait, ça fait partie des choses maintenant qu'on demande de travailler et on prévient les gens et on leur dit non, ne fais pas ça. Et ce qui serait important en sécurité, c'est que les gens se disent les choses les uns les autres. Et c'est ce qu'on commence à voir au bout de 8 ans dans la boîte maintenant. On parlait donc vous n'avez pas vu la vidéo, donc de gestes et postures. Ce qu'on a mis assez vite en place, donc dès 2014-2015, c'est le fait que les opératrices, on leur a dédié 2 fois 10 minutes par jour à faire des étirements. Au début, 20-30% des opératrices ont accepté de le faire, et même c'est les opératrices qui disaient oui, mais non, on n'a pas que ça à faire, nous on doit produire, etc. Donc on a eu vraiment même presque des difficultés à ce qu'elles s'arrêtent et qu'elles prennent du temps pour faire ces gestes. On a fait venir des ergonomes. Et puis, il a fallu il a fallu obliger les gens au début à se faire du bien. Alors maintenant, 8 ans plus tard, si on leur dit qu'on enlève ces 2 fois 10 minutes de gym, ben, ça va râler. Donc maintenant, c'est complètement ancré dans les mœurs, mais alors au début, il a fallu vraiment lutter. À titre d'exemple, là, on a même été, en fonction des postes, regarder quels sont les types d'étirements à faire. Et on a des opératrices qui sont beaucoup dans le contrôle, dans un monde médical. Donc, on a même aussi, pour certaines, c'est 2 minutes de travail des yeux aussi, ou des choses comme ça. Et ça, ça marche bien et on ne reviendrait pas en arrière non plus. Je regardais un peu dans la salle, tout ce qui est croisement de jambes. J'en voyais pas mal. Ça, pareil, on est tous les jours en train de répéter aux gens, à tous les collaborateurs, que ce soit les opératrices en salle blanche ou toutes les personnes extérieures, comment faire pour ne pas croiser les jambes, comment faire pour bien régler sa chaise. Et on travaille ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça devient presque des tips un peu rigolos de se le dire et d'essayer de toper les gens. Tiens, je t'ai vu. Et maintenant, c'est presque assumé positivement.
Et puis, dans la pyramide des accidents, on essaie de se dire, il faut, dès qu'on détecte un incident, même sans conséquence, que tout le monde appelle des presque accidents ou des incidents, en fait, il faut absolument se jeter dessus comme des morts de faim. Et ça, au début, ils avaient encore une fois dit, mais pourquoi tu mets autant d'énergie sur un truc, elle avait qu'à faire attention. Et en fait, il y a des outils d'analyse des presque accidents qu'on utilise, que je vais vous montrer après, mais qui sont super intéressants. Et c'est pour moi un des piliers de ce qu'on fait maintenant. Alors, je ne vous refais pas tout ce qu'on a vu un peu dans la vidéo, mais on a investi beaucoup en chaises ergonomiques, donc les étirements, on en a parlé, dans rotation des postes de travail. Encore une fois, moi j'entendais une opératrice sait faire un produit, elle reste là toute la journée, elle ne bouge pas. C'est terrible en fait en termes de TMS. On a investi de plus en plus sur les tables réglables, ça se fait bien maintenant, ça coûte presque plus rien. On parlera tout à l'heure des caméras qui sont ce qu'Eric nous a félicité sur ces caméras. Et puis on va parler d'autres choses derrière. Alors, pouf, juste, vu que je suis fan de ça, je vais vous épargner, vu qu'on n'a pas le temps, Eric n'arrête pas de me le dire, je vous épargne toutes les analyses d'accidents. L'idée était plutôt de vous dire, on utilise, donc comme je vous dis, quoi qu'il arrive, on prend même un incident, même juste y a un objet qui est tombé d'une étagère, on le prend et on fait une analyse 5 pourquoi, vous connaissez sûrement ces méthodes. Et ce qui est fort avec les 5 pourquoi, et là où je suis assez content, c'est qu'au début, c'est moi qui ai ramené ces analyses-là. Et puis après, ça a été les chefs d'équipe. Et maintenant, on est aux animateurs et même les opérateurs. C'est-à-dire que tout le monde a compris, vu qu'on met de l'énergie là-dessus, c'est les opérateurs qui font les analyses et qui vont trouver d'ailleurs tout souvent les meilleures solutions à ce qui leur arrive. Mais il faut bien comprendre le sens des 5 pourquoi, c'est d'aller chercher les causes racines d'un accident. On utilise ce type d'outil en problem solving sur n'importe quel. On le fait sur l'absentéisme, on le fait sur des problèmes techniques, mais on le fait surtout et surtout sur tous les accidents, incidents, presque accidents. Et à titre d'exemple, par exemple, il y a quelques semaines encore, j'ai mon opérateur de maintenance, appelons-le Rémi, vu qu'il s'appelle Rémi. Et puis, ben voilà, il a une opération à faire, c'est à moitié dehors, à moitié dedans, il pleuvait, il monte sur une échelle, il veut faire bien, il veut faire vite, hop, il glisse et il se fait mal. Bon, hyper classique. Si on fait un 5 pourquoi de base, on va dire, ah ben il n'avait pas les bonnes chaussures, parce qu'il pleut, il faut mettre des chaussures antidérapantes, il n'y a pas non plus de bande antidérapante sur l'échelle. D'ailleurs, pourquoi il a pris une échelle? Et effectivement, ces contre-mesures un peu techniques, il faut les faire. Mais après le 5 pourquoi, l'avantage de ces philosophies, quand elle le connaît bien, et Dieu sait que j'en ai mangé avec mes amis japonais pendant des années, il faut aller chercher un tout petit peu plus loin. Pourquoi l'opérateur, il ne s'est pas arrêté avant de faire son opération de maintenance? Surtout la maintenance, c'est toujours du hors standard. Pourquoi il n'a pas réfléchi? Il veut faire vite, il veut faire bien, il n'a pas beaucoup de temps. Et surtout, on ne valorise pas le fait de s'arrêter. On ne valorise pas le fait que, tiens, tu aurais pu déplacer la machine. Tiens, est-ce que tu vas gagner des points vis-à-vis de ton chef et de ton management si tu as prouvé que tu as fait quelque chose en termes de plus doucement, plus calmement? Et donc, au-delà des contre-mesures techniques qu'il faut adopter, c'est sûr, il y a aussi toute cette culture qu'il faut travailler et puis dire, mais comment on fait pour que moi, je te félicite le jour où tu me diras, mais j'ai été beaucoup plus long que prévu parce que j'ai pris 10 minutes, je me suis posé, mais en fait, finalement, j'ai gagné beaucoup de temps, je ne me suis pas blessé, etc. Donc, on doit changer la culture et encore tous les jours, hein, vu que là, c'était mon cher opérateur que j'adore par ailleurs, mais il faut encore changer cette mentalité. Donc, nous, allez-y à fond sur les analyses et sur tout ce qui peut arriver. Ça ne bouge toujours pas. Si, hop, voilà. Alors, du coup, on a déjà finalement, sans le faire exprès, parlé un peu du deuxième point, qui est la culture du lean, que j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup à Toyota. Donc, le premier point là-dedans, c'est la recherche de causes, là, le 5 pourquoi, je ne reviens pas dessus, mais il y a tout un tas d'autres démarches d'analyse de ce qu'on appelle MUDOD, excusez-moi pour les mots japonais, mais c'est des analyses des gaspillages. On a aussi les démarches de 5S qui commencent à être très connues un peu partout. Et là, l'idée, c'est de vous montrer en vrai ce que ça rend. Si ça veut bouger, voilà. Ah non, trop vite. Hop. Donc voilà, ça, c'est un secteur qu'on appelle conditionnement. Là, c'est une seule préparation. C'était un secteur d'une centaine de mètres carrés pour 2 personnes, ce qui, de mon point de vue, était immense. Sauf que, si je vous montre la photo, à gauche, les personnes trouvaient que c'était trop petit. Alors, au début, on voit, on dit, tiens, ça a l'air à peu près bien rangé. Et moi, mon premier réflexe en voyant ça, c'est, bon, il ne se passe pas grand-chose. Sauf que vous voyez des cartons en dessous des tables, vous ne voyez pas certaines armoires, il y a des cartons au-dessus, il y a des stocks un peu partout. Il y a l'équivalent de 16 tables pour 2 personnes, c'est-à-dire qu'en fait, on commence des commandes à gauche, à droite, on s'arrête pour des problèmes techniques, des manques de stock, on en fait plus. Enfin, et au final, ces 2 personnes dans 100 mètres carrés avaient toujours l'impression d'être débordées, de courir dans tous les sens, de se cogner à tous les coins de table. Et c'est ce qu'on observait. Conclusion, si on fait une démarche un peu lean, on analyse les déplacements, on s'est dit, tiens, au lieu de 16 tables, on va en mettre 4. On a aussi observé surtout que c'est les seules personnes dans la boîte qui travaillent debout.
Et en plus, on avait quasiment la plus petite et quasiment la plus grande avec des tables non réglables. Donc, il y en a une qui est toujours, c'était toujours trop haut, pour l'autre, c'était toujours trop bas. Donc, on a mis des tables qui montent et qui descendent. On a aussi appris aux gens à forme, enfin, ça a l'air bête, mais c'est pas si simple de ça de trouver exactement la bonne hauteur. Et on a enlevé les stocks, enlevé tout ça. Et on a surtout, et c'était terrible, hein, les gens ne voulaient pas enlever les stocks qu'ils avaient en dessous des tables. Ils ne voulaient pas enlever les stocks qu'ils mettaient au-dessus des armoires. Sauf que c'est pas bon du tout en termes de sécurité. Ils se baissaient, mais oui, mais où est-ce qu'on va mettre tout ça? Donc le lean, la réduction des stocks, l'accélération des flux améliore absolument la sécurité. Et quelques années plus tard, c'est plus qu'accepté. Il y avait un indicateur qui est assez rigolo. Cette personne s'appelait Maryse. Elle faisait toujours 15 000 pas par jour. C'est celle qui se cognait partout. Et après, quand on a changé l'organisation de l'espace, elle me dit, c'est terrible, je fais plus que 4 ou 5 000 pas par jour. Donc finalement, on a tous maintenant à notre poignet un super indicateur de si ça marche bien ou pas, la partie ligne et VSM. Touc, touc, touc. Bon, je vais vous passer ça parce que je sais qu'Eric, derrière mon dos, me dit qu'il faut aller plus vite. J'ai d'autres exemples de ce type-là. Ça, c'est un autre endroit qui était le secteur préparation. À la limite, j'avais mis ce slide-là, mais ma femme m'a dit, mais celui-ci, il est plus parlant. Ouais. Voilà. Parce que la réalité ça, c'est une stagiaire qui a été faire les mêmes démarches pour une seule préparation. Voilà les déplacements qu'on faisait avant, voilà les déplacements qu'on fait après. Donc, mon petit message là-dedans, c'est observer un petit peu, même une salle qui paraît bien rangée au début, parce que vous allez voir, finalement, c'est pas choquant, c'était avant-après. Sauf qu'en réalité, quand on observe les gens travailler, on va se rendre compte de tout ce qui se passe pas bien. Et on peut faire des miracles et on a gagné en termes de productivité énormément, mais on a gagné en organisation de travail, en sérénité dans le travail, donc en ressenti, donc en douleur dans les épaules, parce que ces personnes étaient tout le temps stressées, etc. Donc c'était vraiment, j'ai envie de vous dire, hein, pensez lean, vous pensez sécurité. Si vous pensez sécurité, vous pensez lean. Bon, du coup, je vous épargne toutes les autres exemples, mais vous avez compris le principe. Ingéniosité, innovation au service de la réduction du risque, ça c'est aussi quelque chose qu'on essaie de porter dans la boîte. Quelques juste exemples très simples. On a vu cette machine dans la vidéo, ça fait des années. Alors, en arrivant chez Cousin, je me suis dit ouf, avant j'étais responsable des presses en automobile. Donc vous voyez, c'est des machines énormes. Et je suis arrivé, il y a 30 couturières avec 30 machines à coudre. J'ai dit bah, c'est bon, j'ai plus aucun problème de sécurité. Finalement, c'est pas vrai. Sauf qu'on a une distillation d'éther, donc on fait tourner de l'éther 24 heures sur 24, vous le faites chauffer, c'est très très dangereux, c'est explosif, c'est pas bon pour les opérateurs. Donc ça fait 8 ans maintenant qu'on se bat pour essayer d'être les premiers au monde à nettoyer des dispositifs médicaux textiles avec du CO2 supercritique. Donc ça, ben oui, les innovations peuvent nous aider à supprimer des risques, ça c'est sûr. Donc là, ça en est un exemple. Je pense que j'ai le toboggan juste derrière, qui est un de mes meilleurs exemples aussi. Hop. Encore une fois, on a un monte-charge. Donc, entre l'équipe du haut qui produit et l'équipe de bas qui doit récupérer les cartons, comme dans toutes les boîtes, c'est la guerre entre ces deux équipes. J'ai mis les cartons, tu les as pas enlevés, j'ai remonté l'ascenseur. En plus, c'est un ascenseur, il fallait appuyer longtemps. Il était mal placé, il était tout petit. On se cassait le dos pour aller chercher les cartons à l'intérieur, pour recharger dedans. C'était assez lourd. Et là, le message, c'est qu'en fait, nous, en regardant ça, ça faisait des années que c'était comme ça. Et on a fait un brainstorming avec les équipes. Et je crois que c'est mon informaticien qui a dit, franchement, on mettrait un toboggan, ça irait plus vite. Et on l'a pris au mot. Pourtant, on est dans une salle blanche, donc c'est pas forcément simple de faire ça. Et on a finalement quand même mis cet ascenseur et ça résout tous les problèmes. Donc parfois, le message, c'est pensez autrement, mettez des gens un peu différents, parce que moi, j'ai pas toutes les solutions, mais souvent, quand on prend plein de monde et qu'on prend un problème, bah, finalement, on trouve des solutions jusqu'à celle-ci. Donc à gauche, c'est des solutions qui peuvent valoir cher. À droite, le toboggan, pas tant que ça. J'en ai d'autres, mais je vais vous les passer. Support pour recharge de briquet. Là, on a des opératrices qui nettoie parfois avec un briquet certaines choses, et puis elle se nettoie très souvent parce qu'on est en médical les mains à l'alcool, et puis un jour, briquet, alcool, pouf, les mains ont pris feu. Franchement, je ne savais pas trop quoi faire avec cet incident-là. Mais là, c'est les opérateurs qui se disent ah, t'es un petit stagiaire qui va faire j'ai une idée de faire un support 3D, imprimé 3D. Ils ont fait ça tout seul avec le petit stagiaire. À la fin, ils m'ont trouvé une solution pour que quand on recharge les briquets, ça se fasse bien et qu'on ne mette plus sur les mains. Donc, encore une fois, plus vous en parlez, plus finalement, la culture de trouver des solutions vient toute seule parce que les gens, ils se challengent maintenant à trouver des solutions. C'est plus du tout moi qui trouve des solutions. Bon, etc., etc., etc. Alors, un des points aussi, nous, on travaille pour dire la meilleure vie des patients. Alors, vous voyez peut-être en haut à droite, là, cette petite cale en textile qu'on vient mettre entre les vertèbres, mais ça nous embêtait qu'on travaille pour l'amélioration de la qualité de vie des patients et qu'en même temps, on est des opératrices de 50-60 ans qui arrivent à la retraite avec des difficultés mal partout.
Et donc, on a observé aussi beaucoup les gens en train de travailler. Et vous voyez, en fait, la couture, c'était vraiment notre point principal. Quand on est en train de coudre, on est en train de coudre ces cas-là, c'est 20 minutes de couture maille à maille. Et vous voyez la position des gens, ils sont penchés sur leur loupe. Et tout le monde disait, oui, de toute façon, c'est comme ça, le métier veut ça, il faut que tu aies mal, c'est normal, etc., etc. Et on n'avait pas beaucoup de solutions jusqu'au jour où on s'est dit, mais en fait, les chirurgiens, quand ils opèrent, maintenant, de plus en plus, ils sont droits comme des i face à une caméra et ils ont des gestes aussi tout aussi précis, mais ils le font à travers une caméra, parfois même à distance maintenant. Et on s'est demandé si ça, on arriverait à coudre à travers une caméra. Et en fait, hop, 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 si ça veut bien, pouf, pouf, pouf. Et en fait, voilà, ça donne ça. Et ça n'a pas été facile. Parce que là, encore une fois, les gens disent, mais on perd le geste, on n'y arrive plus, on perd un peu de la notion de 3D quand on est en train de coudre. Personne ne veut faire ça. Donc, les premières semaines, ça a été du management quotidien pour remettre les gens dedans. Tant pis, c'était plus long et ça a duré plusieurs mois de reformer les gens. Sauf que maintenant, ça doit faire un an et demi maintenant, plus personne ne veut coudre à l'ancienne, quoi. Ils veulent absolument coudre bien droit parce que la machine même les oblige à être droit. Et à la fin de la journée, ils se rendent bien compte qu'ils ont beaucoup moins mal au dos qu'ils l'avaient avant. Donc, le message, c'est oui, il y a quelques innovations et on va en voir cet après-midi qui permettent de faire des miracles. Et il faut tenter et il faut surtout parfois aller à rebours de ce que les salariés vous disent parce qu'ils disent non, c'est nul, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Il faut un petit peu de persévérance et souvent on arrive à faire des choses quand même. Donc là, bel exemple aussi d'innovation qui a beaucoup aidé chez nous. Et puis, dernier point sur la culture sécurité, l'animation. Donc, vous connaissez tous ces fameuses 5 minutes de com maintenant qu'on a mis en place chez nous. On parle toujours du petit point sécurité. On parle toutes les semaines de sécurité. Alors, moi, je ne suis pas adepte des grandes réunions, donc c'est une demi-heure tous les vendredis. Par contre, il y a les 5-6 personnes concernées qui viennent. On fait la liste des priorités. Il y a toujours 70 actions en cours pour l'instant. Et au début, j'en trouvais plein, je me suis dit, ça va se tarir doucement. Mais en fait, encore une fois, le positif amène le positif. Maintenant, on parle des problèmes, on n'a plus peur de dire quand il y a eu. Et même, ils viennent, ils disent, ouais, il y a un truc qui est tombé, il y a quelqu'un qui a failli se faire mal. Donc, chouette, on peut redémarrer une analyse. Donc, ça s'auto-entretient et puis ça a complètement switché sur la manière de penser. Ouais, je vous passe ça, mais voilà, on en parle tout le temps en CSE, mais comme tout le monde, sécurité, c'est devenu un critère d'intéressement, non pas sur le fait qu'il n'y ait pas d'accident, mais sur le nombre d'actions qu'on a trouvées. Donc en fait, ce n'est pas le résultat qui m'intéresse, c'est tous les moyens qu'on a mis pour toujours améliorer. C'est inclus dans la politique RSE, on en a parlé, et puis etc., etc. On a nos KPI comme tout le monde, je vous passe ça, et puis voilà, ça c'est toutes les semaines, on envoie les mails pour savoir voilà, on en est où, on est à combien, on valorise ce qui a été fait, on valorise ce qui a été découvert aussi. Et voilà, et il y a quelques exemples ici de à chaque fois qu'on trouve quelque chose, on le montre aussi à tous, on le partage avec tout le monde et on montre que c'est bien d'avoir trouvé. Et on cote aussi un petit peu une mini-analyse de risque de ce que c'était avant et après. Donc, juste quelques conseils par rapport à ce que je viens de dire. Observez le terrain, allez-y, travaillez avec les gens du terrain. Quelque chose qu'on utilise beaucoup, nous, c'est chaque problème est une opportunité. On a compris ça, on a tout gagné. Donc, c'est vrai pour tous les problèmes d'ingénierie, mais c'est vrai pour tous les problèmes de sécurité. Donc, maintenant, quand quelqu'un, je ne vais pas dire quand quelqu'un se blesse, on est content, mais dès que quelqu'un pourrait ou a la sensation où c'est un tout petit peu cogné, on dit chouette, vite, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer? Et à chaque fois, ça nous a fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent derrière, parce qu'en fait, quand on traite la sécurité, on se rend compte qu'il y a des systèmes incroyables qu'on peut améliorer. Donc, faites ressortir les problèmes. Et puis, si vous faites du lean, vous faites de la sécurité. Si vous faites du lean, vous faites de la fluidité, de la productivité, de l'implication. Donc, n'hésitez pas. En réalité, vous avez tout gagné à travailler sur les TMS et la sécurité. Je pense que ça conclut la présentation. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Est-ce que Eric est content? Merci Xavier, très, très content et je comprends toujours autant pourquoi on a remis un prix à Cousin Surgery. Celui-là. Te sauve pas Xavier. Te sauve pas Xavier, on ne sait jamais s'il y a des questions. Juste, moi j'entends plein de choses déjà. Déjà, le fait que ce soit un responsable production qui vienne et non pas un responsable HSE et qui explique comme quoi il encourage ses collaborateurs à prendre des temps d'arrêt. Moi je trouve ça génial quand même. Je pense qu'on rêverait tous d'avoir cette culture-là dans l'entreprise. Et en même temps, c'est lui qui a raison de privilégier l'intelligence de ses collaborateurs sur les cadences sans réflexion. Est-ce qu'il y a des questions quelque part dans la salle ou à distance? Il y a une première question dans la salle, je vais la prendre, mais n'hésitez pas à mettre
sur le chat les questions. Sarah les reprendra et nous les relaiera. Merci pour la présentation. Alors moi, je suis dans une entreprise qui a un peu la même démarche. Enfin, quand vous êtes arrivé, vous disiez que il n'y a pas d'accident, donc il n'y a pas de danger. Aujourd'hui, moi, je bosse dans une boîte où c'est ça pour beaucoup de gens. Il n'y a pas d'accident, donc on n'a pas d'activité risquée. Et donc, j'essaye de trouver les bons arguments maintenant pour convaincre la direction pour justement mettre en place ces démarches de prévention au maximum. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous avez pu mesurer un ROI sur cette démarche-là? Est-ce que vous avez, enfin, les coûts directs, j'imagine que oui, vous les connaissez, mais est-ce que vous avez pu voir derrière le retour sur investissement? Est-ce que vraiment vous aviez mesuré vos coûts avant liés à vos accidents, à vos maladies professionnelles si vous en aviez? Et du coup, sur combien de temps vous rentabilisez ça et comment vous avez réussi à pousser cette démarche autrement que par des facteurs humains? Alors, merci pour la question. J'allais vous répondre comme tout le temps, oui et non. Comme ça, c'est facile. En fait, c'est assez dur de mesurer action par action le ROI d'une action. Par contre, ce qu'on sait mesurer, c'est le fait d'avoir entraîné tout le monde là-dedans et d'avoir tout un tas d'actions. On a une implication, moi, que je ressens des équipes nettement supérieure. Même quand on fait des activités d'équipe, entre il y a 8 ans, les gens voulaient absolument pas venir. Maintenant, ils réclament tout le temps les activités d'équipe. Donc, mais aussi parce que on s'occupe d'eux, on prend soin, etc. Donc, et il y a une notion de productivité qui est pas facile à chiffrer, mais qu'on ressent en fait quelque part. Il y a quand même, je suis arrivé, on dit qu'il n'y a pas de problème d'absentéisme, ils ne le chiffraient pas. Il y a combien? 11-12%, la vache. Et c'est pas parfait. On est entre 4 et 8 maintenant. Mais on passe de. Voilà. Et mon objectif, c'est encore beaucoup mieux que ça. Mais donc, il y a ça qui a baissé. Sur la partie accident et coût des accidents, j'ai honnêtement pas regardé parce que c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Par contre, il y a un truc, c'est que dans beaucoup de choses qu'on a faites, à chaque fois qu'il y a eu un accident, et c'est pour ça que je vous ai beaucoup parlé de ces flux, de ces réorganisations de postes, parce que c'est toujours parce qu'ils étaient stressés, pressés, ils veulent faire bien, ils veulent faire vite, trop vite. Et en fait, en faisant du lean, donc en faisant vraiment tous ces déplacements, de toute façon, moi je demande toujours à mes apprentis, stagiaires, ingénieurs, etc., de chiffrer. Et donc, on est passé, comme je dis, de 12 000 pas à 5 000 pas. C'était marqué à un moment, je ne l'ai pas dit, je crois que c'est marqué de 22 minutes à faire une préparation à 6 ou 7. Et en fait, il y a plein, enfin vraiment, quand on fait de la sécurité, moi j'ai gagné énormément en productivité. Et ça, j'ai réussi à le voir derrière. Mais je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire cette action-là, et il faut y croire. Il y a certaines actions, effectivement, on peut les chiffrer, c'est plus simple, mais c'est surtout la culture qui fait que. Et derrière, c'est de l'ordre en ce moment, de 10 à 20% de productivité quand même, hein, entre le début et maintenant, quoi. Enfin, quand je dis 10 à 20, on chiffre presque à 30, mais il n'y a pas que la sécurité là-dedans. J'ai une question sur le chat. Combien de temps entre l'identification du problème sur la couture au poste, oui, et la mise en place des caméras? Alors, là, c'est 150 ans, je pense. Donc ça, en fait, quand je suis arrivé, on dit, mais ça, on peut pas résoudre, on coupe toujours comme ça. Donc ça a été très, très long et on s'est posé plein de questions. C'est pour ça qu'on a mis les tables pour améliorer la posture en prenant la couture, mais il nous restait toujours ce regard penché vers l'avant. Donc voilà, le jour où on s'est dit, il faut vraiment qu'on retravaille là-dessus, on a mis quelques semaines, quelques mois à tester. On a testé des caméras rapides, on a fait ça au début avec des webcams, on a acheté des trucs. Ça marchait pas parce qu'on a voulu mettre des écrans devant les gens. Donc, on a fait, je pense, 3-4 mois de test en achetant avec mon informaticien tout un tas de caméras haute fréquence de gamers et puis ça ne marchait pas. Et jusqu'au jour où on a trouvé cette idée des chirurgiens. Et là, en 2-3 mois, on avait acheté la première. Et il a fallu 5-6 mois pour convaincre les gens de s'y mettre tout le temps. Mais 5-6 mois où alors la jeune fille qui parlait dans la vidéo, elle était tous les matins avec les opérateurs, disant, tu le fais, tant pis si c'était long, etc. Et tu restes. Et puis voilà. Et donc, ça a été très long la première. Est venu après, elle était toujours prise, on a acheté la deuxième, puis la troisième, et maintenant on nous en réclame encore et encore et encore. Alors c'est un petit coup d'investissement, mais voilà. Mais c'est Belle victoire. c'est de l'ordre de 12 000 euros, je crois, la caméra. Mais c'est pas grave. Mais c'est hyper important. Et maintenant, Le coût d'une maladie professionnelle est au-delà des 12 000 euros. très probablement. Donc, il faut toute raison garder. Voilà. Il y a Fanny qui lève la main. Enfin, au moins à Coquel, on lève la main. On a une question sur Coquel, donc allez-y, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. Une question, c'est entre le début de votre démarche et la fin, ça a pris combien de temps? Parce qu'en fait, vous nous avez expliqué plein de différentes étapes. C'est quoi un peu la durée globale du projet?
Alors, je vais répondre sur la sécurité comme sur le lean. Les 2-3 premières années, j'ai nagé, les gens n'adhéraient pas, c'était très compliqué. Et après, il y a eu un point de bascule au bout de 3-4 ans quand on a eu les premières victoires. Donc, quand ce toboggan a été mis, et que généralement ça résout, c'est pour ça que je l'aime bien lui, parce que c'était un peu le premier symbole du lean et de la sécurité. Et depuis, donc du coup, en fait, voilà, j'ai mis 3 ans à nager et à pas réussir à tenter des trucs et pas convaincre les gens. Et après, depuis, ça va beaucoup mieux. Donc il y a la culture, j'allais dire, c'est au moins 3-4 ans de culture d'abord. Et vous avez mis une ressource Lean dédiée systématiquement pour aider à la démarche. Non. Non, parce que je suis persuadé que le lean, c'est pas un expert lean, même si je porte beaucoup cette démarche-là, je pense que c'est tout le monde. Donc en fait, c'est l'inverse, on forme tous nos ingénieurs au lean, tous mes chefs d'équipe. Là encore, la semaine dernière, je passais une vidéo et j'invite tout le monde à aller regarder l'Institut Lean France, là. Et j'ai mis toute la production à regarder 2 vidéos de 30 minutes sur le lean. Donc, en fait, je ne veux pas que ça soit une personne dédiée, comme pour la qualité, je veux pas que ça soit porté par une personne, comme pour la sécurité, je veux pas que ça soit une personne, je veux que ça soit l'ensemble des personnes qui soient acteurs de ça. Donc, je fais exprès de vous répondre non. Donc, oui, après, il y a quand même des personnes qui sont plus motivées que d'autres, mais on essaie que ça soit vraiment tout le monde pour embarquer. C'est pour ça que je vous dis que ça prend 3-4 ans, parce que sinon, c'est facile de prendre un expert, il vient, mais 6 mois après, il est reparti, et puis finalement, on retombe dans les travers d'avant, quoi. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Merci pour tous ces exemples que tu nous as donnés, ces conseils que tu nous as donnés, ce partage d'expérience très riche qui nous donne quelques clés, l'acceptation des opérateurs, la participation, le fait d'avoir des actions extrêmement concrètes que les gens comprennent tout de suite, le bien fondé de la démarche. Je pense que tu as tout dit dedans. Et vraiment un grand merci, félicitations et continuez dans ce sens.